tant la date que la question de savoir si cette date fait sens pour les Camerounais, si les Camerounais l'ont adoptée en tant que telle. Et si tel est le cas, je pense que la date est plus indicative et a une fonction plus idéologique que un objet de polémique sur lequel on doit faire une fixation. Le professeur Jean-Michel Clermont, justement, indique que lorsqu'on regarde, lorsqu'on prend en compte cette date du 20 mai 1972, qui rappelle quand même cette consultation référendaire qui avait débouché sur la constitution de l'État unitaire, où je crois les deux grands ensembles, notamment la République fédérée du Cameroun britannique ou la République fédérée, enfin, du Cameroun occidental et la République fédérée du Cameroun oriental décidaient de se mettre ensemble au sein de l'État unitaire, eh bien, en regardant les conditions d'accès ou bien d'accession à cette unité-là ou à cette République unitaire, eh bien, on peut commencer à se demander si, fondamentalement, on avait raison de choisir cette date-là. Il a insisté sur un certain nombre, sur d'autres dates qui, de son point de vue, peuvent faire sens. Il parle de cette date du 25 mai, avec notamment les violences qui ont été enregistrées en rapport avec l'accession à l'indépendance. Certains ont rappelé la date de mai 50, du 10 mai, autour de la mise en place du premier gouvernement, et ainsi de suite. Est-ce que cela n'est pas compréhensible? Mais M. Frangois, vous voyez, toutes ces dates que vous proposez font sens du côté du Cameroun oriental. Alors, que direz-vous du Cameroun occidental? Donc, il me semble que c'est, comme je l'ai dit tantôt, c'est une indication hautement politique. À partir de ce moment, la classe politique d'alors, n'est-ce pas, a pu, au-delà d'un certain nombre de controverses, trouver une option qui lui paraissait tout à fait logique, étant entendu que, rendu en 2017, comme c'est le cas, le débat ne devrait plus être focalisé sur la date, mais plutôt sur le sens même et sur un certain nombre de mythes que cette date a pu produire dans les cœurs et dans les esprits des Camerounais. Alors, Luc César Bémaï, une date n'est jamais anodine, elle n'est jamais banale, non? Vous qui vous intéressez, je veux dire quoi, aux questions spirituelles, si on peut le dire ainsi. Moi, je dirais plutôt que, même s'il arrivait que la date du 20 mai soit changée pour adopter une autre date, cela ne changerait pas les racines identitaires du pays. Ces racines identitaires du pays, comme je l'ai souligné au départ, qui s'expriment dans les crises que nous voyons. Donc cela importe d'abord de toucher un mot sur ce que c'est que l'État ou la nation, parce que nous parlons de la fête nationale ou de l'identité nationale. L'État ou une nation, c'est une personne morale, c'est un esprit. Donc il y a une dimension éminemment spirituelle. Donc il y a une identité qui s'exprime au pluriel, mais cette identité, elle se construit. Et l'élément qui est utilisé pour construire cette identité, c'est l'éducation. L'éducation, bien sûr, ne se résumant pas simplement à l'institution formelle. Bon. Et si vous observez très bien aujourd'hui, vous verrez que très peu de Camerounais, où il n'y en a pas un seul, qui pense le monde à partir du Cameroun. On pense le monde à partir des nations qui sont considérées comme modèles. Donc cela revient à dire que le Cameroun n'a pas une identité séparée de celle du monde, n'a pas une identité propre. Cela se vérifie dans le contenu qu'on met dans les termes qu'on utilise, développement, richesse, organisation de l'État. On s'inspire de certaines nations, le Nord. Je me souviens, à l'avant-dernière campagne électorale en France, le président qui a été remplacé, François Hollande, il définissait la France comme un esprit. La France est un esprit qui s'exprime au pluriel. Bon, et nous voyons que la politique éducative, à partir de laquelle l'identité de la nation camerounaise ou africaine a été construite, vient du Nord. Vous pouvez donc comprendre que lorsque quelqu'un construit votre identité, vous fonctionnez à partir de sa personnalité, sa vision. Il est votre Dieu. Vous êtes son sujet. Ça veut dire qu'il peut vous contrôler à distance. Il est capable d'influer sur vous à distance pour provoquer des crises.
C'est cette identité qui est à la base des instabilités. Donc, toucher la question des dates, il est bien sûr que derrière ces analyses, il y a toujours des intérêts. Intérêts sur le plan politique, chacun veut tirer la couverture de son côté. Nous savons tous qu'un médecin, pour qu'il soit vraiment un bon médecin, il faut un bon diagnostic. S'il y a un bon diagnostic, on peut bien aborder une maladie, la bonne prescription. Donc le problème est au niveau de l'identité. D'où vient cette identité? Cette identité qu'on définit comme le Cameroun. On dit le Cameroun au singulier et les Camerounais au pluriel. Or, cette identité, elle vient bien du Nord. Vous voyez bien? Donc, le monde fonctionne aujourd'hui comme un corps. Vous avez un corps avec les membres. Le Cameroun, c'est un des membres, les moindres, le moindre des membres dans le monde. C'est là que se situe la question. Professeur Auguste Guiletou, c'est une définition qui, je crois, va complètement en rupture avec celle que vous enseignez dans les amphis. Et moi, je voudrais comprendre, est-ce qu'il y a dans le développement qu'il fait un certain nombre d'éléments qui peuvent s'expliquer, ou je veux dire que vous pouvez prendre à votre compte, ou bien vous dites, bon, ça, c'est complètement hors de propos? La notion d'identité, elle est très forte. Et c'est un construit social. C'est un construit qui est permanemment en chantier. Et d'ailleurs, c'est un plébiscite de tous les jours quand on parle d'identité. Voyez un tout petit peu, même dans des démocraties établies, comme en France, comme en Autriche, comme aux États-Unis, avec le système melting pot, ou la France avec le système du républicanisme assimilationniste, en Hollande, un peu partout. Vous voyez qu'il y a toujours des velléités de remise en cause de cette identité-là. Alors, le modèle... Bien qu'il n'y ait pas de lien spirituel entre ces États-là et d'autres qui, peut-être, à un moment donné, ont pu avoir une influence, une domination sur ces États. Parce que c'est ce que l'Assemblée indiquait tout à l'heure. De toute façon, quand bien même il y aura des liens spirituels, la question qu'il faut se poser, c'est de savoir comment est-ce qu'on assume cela. Comment est-ce qu'on se l'approprie. Une fois qu'on se l'est approprié, il devient soi-même. Et dès lors, on peut imprimer sa propre marque. C'est le cas pour le Cameroun. Quand bien même vous direz qu'il s'agit d'une identité léguée, mais est-ce qu'elle est restée telle qu'elle? Il me semble que non. De 1960 à 2017, nous avons vu un certain nombre de reconstructions de cette identité au point où il y a une identité camerounaise aujourd'hui. Il y a un sentiment d'appartenance, n'est-ce pas, à la communauté politique camerounaise aujourd'hui. Dès lors, il s'agit de consolider, de renforcer ce sentiment d'appartenance à travers ce que vous-même, vous avez parlé du programme de l'éducation. Et c'est un bon vecteur de socialisation et de citoyenneté. Donc, dès lors, il me semble que le débat, c'est de savoir comment est-ce que nous-mêmes nous construisons notre propre identité. Est-ce que cette éducation-là qu'il a soulevée comme levier, comme vecteur, et qui est fort opportunément repris en son compte par le professeur Guiletou, ne peut pas justement expliquer ou bien permettre que, un demi-siècle après les indépendances, qu'on pense autrement, qu'on ne soit plus à revenir sur cet héritage culturel, ces liens spirituels, ce cordon ombilical entre la puissance utilisatrice d'il y a quelques années et puis un État qui a du mal peut-être à assumer cette identité-là. Si vous permettez, je reviendrai sur la notion de fête nationale. En France, c'est le 14 juillet, date de la prise de la Bastille, c'est-à-dire la mise fin à la royauté. Aux États-Unis, c'est la date de l'indépendance. En d'autres termes, la fête nationale est un repère dans la mémoire collective d'un peuple. Parce que cette date-là lui rappelle justement un événement majeur dans son existence en tant que peuple, dans son existence en tant qu'État ou État-nation, et qui doit donc encourager les générations suivantes à se remémorer cette date-là, pour ne pas banaliser cet événement-là. C'est une espèce de date de naissance de l'État en question.
Au Cameroun, vous ne me direz pas, vous ne pouvez pas me convaincre que le 20 mai soit une date de ce genre. C'est tout simplement l'expression de la volonté d'un dictateur qui a décidé unilatéralement de mettre fin à un processus de fédération. Mais en prenant en compte la spécificité camerounaise. Justement, non, je pense que cette spécificité-là ne peut pas être décidée Parce que par un individu. Dans le développement que je tout à l'heure, chef d'État. J'insiste donc pour dire qu'un symbole dont il a parlé n'a de sens que quand on se l'approprie, quand on y adhère. Mais lorsqu'un symbole est imposé en tant que volonté d'un individu qui détenait le pouvoir absolu, il y a une contestation. C'est comme il le disait tout à l'heure. Depuis l'indépendance, il a bien indiqué d'un choix politique. Je vois mal. Et un choix politique peut toujours être contesté. Non. Le meilleur choix politique, c'est celui de la majorité. C'est celui même qui fait unanimité. Or, dans le cas d'espèce, je ne le vois pas. Même si l'on va sur le terrain de la majorité, je pense que le président de la République est élu à la majorité. À l'époque, s'il vous plaît, professeur, à l'époque, nous étions à l'époque du parti unique. C'est-à-dire un parti d'embrigadement des populations. Je veux bien. On ne pouvait donc pas parler de majorité. Je veux bien. Mais il se trouve qu'au-delà, ce n'est pas tant la date que le signifié que représente cette date. Et bien plus, il y a l'effet de génération. La génération de 70 n'est forcément pas la génération de 80, de 90, de 2000, 2010 ou 2017. Il me semble que c'est plus le mode d'inculcation même, n'est-ce pas, de ce sens, de ce signifié-là, chez les citoyens qui importe. Et à partir de ce moment, comment est-ce que nous assumons notre identité? Dès lors, il me semble que le Cameroun, ou le Camerounais au moins, se remémore cette date comme étant une date qui manifeste, qui exprime la fédération ou cette communauté de deux partis qui ont accepté de se mettre ensemble pour défendre un certain nombre d'idéaux liés liés au destin commun. Et à partir de ce moment, remue encore dans les controverses qui s'étaient tissées autour de la désignation. Ce qu'on appelle le problème anglophone, c'est justement la remise en cause de cette décision unilatérale qu'un individu, parce qu'il était chef d'État tout-puissant, a décidé de remettre en cause. C'était vraiment, c'est ça la source du mécontentement dans le... Mais il y a deux aspects, il y a peut-être deux aspects, et je crois que c'était à ce niveau qu'on n'avait pas, vous n'avez pas à vous mettre d'accord. Je crois qu'il y a deux aspects. Il y a le contenant et le contenu, visiblement. Parce que de votre point de vue, vous estimez que il y a d'abord le contenant, il faut prendre la date pour vous à un problème, mais pour le professeur Ngueletou, au-delà de la date, il y a ce qu'on met dans cette date-là, c'est ce qu'il a appelé. Alors, quelle est votre analyse de cette question-là, Luc Césaire Bimaï? C'est vrai qu'on est peut-être allé un peu plus vite sur le terrain d'identité, mais tout ça, je crois que ça se tient. Oui, j'aimerais revenir sur un élément qui me semble très important, c'est-à-dire avant de parler de l'État, revenir sur son organisme élémentaire, qu'on appelle la famille. Parce que c'est la famille, l'identité de la famille, qui devient la nation. Vous voyez bien. Donc, ça veut dire que la famille se retrouve autour d'une identité. Et quand on parle d'identité, c'est une somme d'éléments, des caractéristiques, qui constituent une identité. On peut la voir s'exprimer par la vision que vous avez du monde. On peut la voir s'exprimer par votre caractère. On peut voir des haines, des jalousies, des luttes au niveau politique. On voit l'expression d'identité. Bon. Et lorsque vous avez une famille dont l'identité est instable, qui a une dimension spirituelle, lorsqu'elle devient la nation, vous avez une nation globalement instable. Et vous pouvez voir cette instabilité qui ne se limite pas au Cameroun. Elle est globale. Simplement, elle ne s'exprime pas dans les mêmes proportions, selon différentes nations. Lorsque vous prenez une nation comme la France, vous avez une entité très forte, au niveau moral, spirituel, avec la capacité de contenir ses membres.
Et vous avez le Cameroun, qui n'est pas au même degré de conscience, qui n'a pas la même force identitaire. Ça veut dire que le désordre s'exprime de manière ambiante. Vous voyez donc, c'est très important que nous comprenions que quand on parle d'une nation, on parle d'une entité éminemment spirituelle. Et je continue à le dire, puisque le professeur venait de le dire tout à l'heure. Moi, lorsque on se présente comme professeur, ça renvoie toujours à une culture qui n'est pas locale, qui vient d'ailleurs. Ça veut dire que c'est cette culture qui constitue la base de la personnalité qui a été construite en nous, que nous transmettons. Oui, mais je crois qu'à ce niveau-là, il n'y a pas beaucoup de divergence. La question fondamentale, c'est sur, parce que là, le professeur l'a indiqué, est-ce que nous assumons cela? Est-ce que nous avons des éléments qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir tenir? Pour pouvoir l'assumer, il faudrait qu'on soit maître de son identité. Vous comprenez? Vous avez le sentiment qu'on n'y est pas encore? On n'y est pas. Pour pouvoir l'assumer, il faut qu'on soit maître de son identité. Vous ne pouvez pas me dire que vous, M. Duval qui parlait, l'identité à partir de laquelle je fonctionne, qui me donne la vision du monde, c'est vous qui me l'avez donnée. Vous ne pouvez pas me convaincre que je suis maître de mon identité. Ça veut dire que entre vous et moi, il y a un rapport de Dieu et sujet. Donc vous pouvez me contrôler même à des milliers de kilomètres. Donc c'est ainsi que vous pouvez voir, si vous allez du côté anglophone, vous allez voir que ces populations ont une identité fragile, instable. Ça veut dire manipulable à tout moment. Alors, Luc, je voudrais qu'on se comprenne très bien. Je voudrais qu'on comprenne. Est-ce que vous êtes en train d'indiquer que ce lien-là est la conséquence du lien de domination qu'il y a eu entre les puissances européennes et le Cameroun durant la période coloniale? Bien entendu. Très bien. Alors, si on prend ça sous ce prisme-là, on dira de même pour ce qui concerne, par exemple, des nations comme la France, comme l'Allemagne, qui ont également un passé, je veux dire quoi, ce n'est pas des États qui sont nés avec Nilo, il y a eu également à un moment donné, dans l'histoire de l'Europe, un certain nombre... Je l'ai souligné tout à l'heure, oui, en passant. Mais alors, si vous reconnaissez qu'aujourd'hui, la France est beaucoup plus, je veux dire quoi, cette identité beaucoup plus fortement plus assumée, oui, cela veut dire qu'on peut y arriver, dans le cas du Cameroun. On peut y arriver, mais faut-il encore que votre maître, votre Dieu vous permette d'y arriver? Je voudrais, c'est intéressant, cette manière de définir l'identité. Mais il me semble qu'au-delà, il faut d'abord questionner ce qui se joue dans l'identité et voir les niveaux d'identité. Quand on dit une identité familiale, premièrement, qu'est-ce qu'on met en avant? La capacité à construire le sentiment d'appartenance à la famille. Est-ce qu'il y a une adhésion? Quand il y a une adhésion, alors là, on est dans le cas d'une identité, fut-elle micro. Maintenant, ce que vous posez comme problème, c'est les niveaux d'identité. On peut avoir une identité purement micro-sociologique, comme la famille, une identité communautaire au niveau des ethnies et des tribus, et une identité stato-nationale au niveau national et avec l'affirmation forte de la République une et indivisible. Le cas français que vous soulevez relève du modèle d'intégration politique. Et le modèle varie en fonction du choix politique de chaque pays. Le modèle français n'est forcément pas le modèle américain, qui est fait de melting pot, ou le modèle purement canadien, qui est fait du multiculturalisme et de l'interculturalisme québécois. Le Cameroun a opté pour une république une et indivisible sur fond de reconnaissance de la diversité qui l'enrichit. À partir de ce moment, vous pouvez construire une lecture du désordre, mais c'est une sorte de désordre organisé. C'est une sorte de désordre qui est recentré autour du principe unitaire. À partir de ce moment, on ne peut pas dire que le Cameroun n'a pas d'identité. Sur cette question-là, professeur Jean-Michel... Je n'ai pas dit que le Cameroun n'a pas d'identité. J'ai dit que le Cameroun n'a pas d'identité propre. C'est une identité universelle. Alors, vous me permettez... Qui se situe à une certaine dimension. Vous me permettez, quand on parle d'identité, ça introduit la notion de la différence, de la distinction. Qu'est-ce qui distingue le Camerounais par rapport aux autres? Et en même temps, de l'identisation, la clôture qui est construite autour de l'identité. Et à partir de ce moment, il y a un nous et un eux. Le nous, c'est
le nationalisme, le patriotisme. Est-ce que vous pourriez me permettre de répondre et le au E, professeur? c'est l'étranger. Dès lors, est-ce qu'au Cameroun, il n'y a pas cette distinction qui est construite autour de ces deux notions? Quelles sont les caractéristiques d'identité? Voilà, je lui donne un exemple. D'accord. Il est évident que, bien que se déclarant camerounais, Oui. avec ses étudiants, il ne se situe pas au même degré de conscience. Vous voyez, les différences qui peuvent être observées, l'identité étant la même, sont identifiées au niveau du degré de conscience. Ce degré de conscience peut sembler qu'il y a différence, mais en réalité, le fond étant le même. Oui, La bon. preuve en est que... Je pose la question pour que les téléspectateurs soient au même niveau de compréhension que nous. Oui, tout à fait. Quelles sont les caractéristiques, quelles sont les composantes d'identité? Les composantes d'identité sont simples. Ce sont les caractéristiques, celles dont je venais de définir aujourd'hui. Ça veut dire que d'abord, la base d'une identité, c'est le type de compréhension qui vous habite. Vous avez une définition de vous, de l'homme. Et puis, autour de cette définition de vous, et cette définition de vous va se manifester ou s'exprimer à travers une somme de caractéristiques. Vous avez des caractéristiques telles que l'ADN, ou alors une identité peut s'exprimer par une dimension très avancée de l'intérêt général. Ça veut dire que vous n'avez pas un vous propre, vous avez un vous global. C'est une forme d'identité. Mais il y a une autre forme d'identité, donc l'individu peut s'exprimer par un nous propre, enfermé à lui, dont l'égoïsme, des haines, des jalousies, et c'est ça qui aboutit à tout ce que vous pouvez voir des guerres et le reste. Alors, professeur Jean-Michel Tekam, il y a dans la question de l'unité nationale également, le débat autour de l'unité nationale, au-delà des autres éléments qu'on a évoqués ici, peut-être sur l'identité, peut-être sur lesquels on va revenir, il y a ce débat sur la dénomination de l'État. Le Cameroun, en 1957, on parle de la République, on parle d'un État sous tutelle. Voilà, un État sous tutelle. Ce qui est un non-sens. Et puis en 1900, après, je veux dire quoi, après la loi Gaston Defferre, et puis finalement l'accession, l'autonomie, puis l'indépendance, en 1960, on parle de la République du Cameroun. Oui, oui. Et puis en 1961, avec la réunification, on passe à la République fédérale du Cameroun. Oui. Après la constitution référendaire du 20 mai 1962, on parle de la République unie du Cameroun. Et puis en 1984, on change d'animation, on passe de la République unie du Cameroun à la République du Cameroun. Beaucoup, certains considèrent cette dénomination, cette modification qui est survenue suite à une décision entre... Alors, je ne veux pas utiliser, je ne dis peut-être pas le mot exact, hein, pour ceux qui tout va certainement corriger. Cette décision je crois, de février 1984 change la dénomination du Cameroun. Certains considèrent cela comme un coup d'État constitutionnel. Exagéré. C'est très défendable comme argument. Prenons le problème sous un autre angle. On a parlé tout à l'heure d'identité. Le Cameroun s'écrit comment chez les Anglais? Ça se termine par 2 O-N. Oui. Le Cameroun chez les Français, c'est O-I-N. Oui. Mais chez les Allemands, c'est Cameroun avec K. Oui. Alors, dites-moi, parmi ces dénominations, laquelle conviendrait le plus à l'identité camerounaise? Je dirais la dénomination allemande. Parce que dans nos langues nationales, n'est-ce pas, ou vernaculaires comme les gens disent, on écrit Cameroun de cette manière-là. Pourquoi est-ce qu'on ne l'adopterait pas? C'est donc vous dire qu'il ne faut pas prendre l'événementiel comme le fondamental. Et surtout un événementiel provoqué par nécessité politique, conjoncturelle. Et c'est pour cela que je reviens à mon point de vue, à savoir qu'une fête nationale doit représenter dans le subconscient, dans la mémoire collective des citoyens d'un pays, un événement fondateur même de cet État-nation-là. Or, vous parlez d'identité, et l'exemple que merci vous rapportez est très significatif. L'origine de l'État camerounais, c'est un lemme du pouvoir colonial, puisque c'est un décret français du 17 avril 1957 qui crée l'État sous tutelle du Cameroun. Comme je dis, c'est non-sens. Parce qu'un État se crée
sous forme de consensus, sous forme de contrat social. Parce qu'un certain nombre de ressortissants d'une portion de terrain qu'on appelle le pays se donnent la volonté de vivre ensemble et partant créer un État, une superstructure. Mais cela avait le cas au Cameroun. C'est donc pour dire que lorsque chaque fois vous prenez un événement qui est tributaire de la volonté d'un individu pour en faire un événement consensuel, je suis désolé. Parce que même cette indépendance qu'on a eue en 60, c'est une indépendance tronquée. Parce que la décolonisation a été faite à contre-courant de l'histoire. Les UPCistes qui sont battus, qui sont sacrifiés pour l'indépendance, une indépendance véritable à la faveur d'une guerre coloniale qu'on leur a imposée justement suite à la loi 4, se sont retrouvés écartés de la scène politique. Oui, c'est un cas unique dans le monde. Non, voilà, c'est un cas unique. Et justement, aujourd'hui, les modèles qu'on veut nous imposer comme étant les modèles adoptés par les Camerounais, c'est des faux modèles. Parce que M. Ahidjo a décidé par son faux référendum. Parce que dans un pays où il n'y a pas d'élection libre et transparente, le référendum n'est pas non plus. Même en 60, le référendum qu'Ahidjo avait fait passer... Alors, donc on allait d'incongruité en incongruité. Oui, parce que le système colonial était fondamentalement basé sur la fraude électorale, la falsification du suffrage universel. Et on a continué. Et je vous dis une fois de plus que ces événements auxquels vous faites référence sont les produits d'une conjoncture politique contraire à la volonté de la nation. Alors, professeur Guéletou, il y a ce débat sur la dénomination de l'État. Certains estimaient que le process qui a débouché sur le changement de nation est problématique. Vous qui vous intéressez à ces questions-là, est-ce que c'est un argument qui peut tenir la route? Merci. Avant de répondre à cette question, permettez-moi de revenir sur l'identité et sur le mode de formation de l'État. D'abord sur l'identité. Oui. L'identité renvoie à un certain nombre de notions. Et chaque fois qu'on parle de l'identité, on met en exergue les valeurs partagées, la culture, l'histoire et un destin commun. À partir de ce moment, véritablement, on peut voir si le Cameroun, à partir de ces critères, on peut voir si le Cameroun a une identité ou pas. Concernant le mode de formation d'État, nous avons vu dans le cas du droit constitutionnel qu'il y a différents modes de formation de l'État. Deux entités peuvent manifester la volonté de se mettre ensemble, tout comme il y a formation au terme de la décolonisation. C'est ce qui s'est passé avec les États, de la plupart des États africains, de l'Asie, et même des États-Unis aussi. Les États-Unis ont été colonisés. Et dès lors, est-ce que parce que les États-Unis ou les pays asiatiques ont été colonisés, est-ce qu'ils constituent des proto-États? Il me semble que non. L'histoire, c'est bien beau. Mais au-delà de l'histoire, il faut voir comment est-ce que ces différents États-là, en tant qu'État souverain, parce qu'il faut le dire, en tant qu'État souverain. Voilà le mot, c'est ça la ligne.
Voilà en le tant mot. qu'État souverain. Voilà le mot. C'est ça la ligne de démarcation. La souveraineté. Nos États d'Afrique francophone ne sont pas souverains. Il faut relativiser ce Non, terme. je ne relativise Quel que soit rien. l'État, Parce quel que soit l'État, s'il vous plaît, il faut le l'un relativiser. des attributs Parce qu'il de y la a... souveraineté, c'est la monnaie. Est-ce que Oui. les pays africains francophones ont leur monnaie? Ben, Oui, l'un des- d'accord. l'un des- Je veux bien, C'est je le veux principal même, c'est bien, le principal, la je veux politique. bien, je veux Oui, bien oui. que vous évoquiez la monnaie. Est-ce que la France a eu monnaie? Mais elle a eu sa Est-ce que la France a eu monnaie? Elle a Il eu me sa semble que monnaie. non. Non, s'il vous plaît. Il me semble que non. La France a l'euro, partagé par une vingtaine de pays dans l'espace Schengen. À partir de ce moment, il faut relativiser. Non, non, Capacité le à franc battre. CFA pourrait aussi être considéré comme quelque chose qui est partagé par un certain nombre de pays. Donc Alors, ce n'est pas pareil. Alors, sur cet aspect-là, il y a deux éléments, professeur. Sur cet aspect, il y a cet élément qui revient très souvent. Avant d'arriver à la question, parce qu'on n'a pas encore répondu à la question que j'ai posée, il y a cet aspect qui revient chaque fois, notamment chez les JPCistes. L'indépendance du Cameroun, l'accession à l'indépendance, c'est un décret. Est-ce que, parce que c'est un décret, c'est une signification particulière, lorsqu'on regarde l'accession à l'indépendance des autres États, il semble que dans le cas du Cameroun, c'était quelque chose de particulier. Est-ce que cela peut justifier cette souveraineté qui est remise en question par un certain nombre d'acteurs politiques? C'est un décret. Mais il faut questionner la force, la puissance du décret dans l'ordonnancement juridique du pays. Si tant est que le décret a un pouvoir tel que il peut, n'est-ce pas, faire advenir un certain nombre d'institutions, pourquoi considérez-vous cette institution-là comme relevant d'une proto-institution? Il me semble qu'au-delà du décret, il faut voir véritablement comment cette institution-là vit et les effets que l'institution produit. Concernant la dénomination du Cameroun, une lecture purement politique peut être faite en mettant en avant la dimension conjoncturelle. Nous sommes en 84. On passe de la République unie à la République du Cameroun. On sort d'une crise, d'une transition qui s'est faite dans de bonnes conditions, mais quelques mois plus tard, a connu un certain nombre de tourments politiques. Pensez-vous véritablement que l'heure était indiquée pour organiser un référendum dans ce cadre-là? En même temps, on peut interroger l'urgence. En quoi ça a changé la nature du il fallait en quoi est-ce que cela a changé? Oui, en quoi? En quoi est-ce que cela a changé? Dans la nature. Il fallait rassembler toutes les forces vives de la nation pour pas consolider la paix, puisque la paix était véritablement mise à mal du fait de ce putsch. C'est pas le nom qui rassemble, c'est des Et à partir actes. de ce moment, C'est des actes. mais bien entendu, il y a des actes, mais aussi, au-delà des actes, il y a des symboles. Il y a des symboles. Tout est symbole à ce moment-là, même les drapeaux. Bien sûr. Alors, Luc Césaire Bimaï, le fait, on dit République unie du Cameroun, et puis en 84, on passe de République unie du Cameroun à République du Cameroun. Il y a le mot uni là qui... Est-ce que cela peut justifier... Le désordre est dû au fait que nous restons là dans les mots, c'est-à-dire dans la dimension sémantique, mais étant totalement détachés de l'intelligence même des termes qu'on utilise. C'est de la réalité. Voilà, c'est là tout le désordre. Parce que lorsque j'entends mon voisin de devant parler de la souveraineté, ce sont les termes qui sont empruntés des autres. Mais est-ce que sommes-nous vraiment dans l'univers intelligentiel de ces termes-là? C'est-à-dire le sens que les autres ont de ces termes. C'est là la question. Lorsqu'on parle de souveraineté, ça veut dire que vous avez une vision propre du monde. Effectivement. Voyez, Et original. qui ne peut souffrir d'aucune influence de quelque force extérieure que ce soit. C'est un aspect de la souveraineté. C'est ça la souveraineté. La racine de la souveraineté, c'est cela. Ça veut dire que vous pensez votre identité, votre personnalité, votre développement en dehors d'autres forces extérieures. On peut parler de la souveraineté. Et dans un univers, vous vous souvenez, parce que moi je ne fais pas des analyses en m'enfermant dans des intérêts politiques ordinaires. Je fais des analyses avec une vision globale du monde. Il y a des discours qui reviennent, que ce soit au Cameroun, que ce soit ailleurs dans le monde, on parlait de la conscience universelle.
C'est quoi conscience universelle? Lorsque vous rentrez dans la dimension conscience, vous rentrez dans la dimension identitaire. Donc, ce carrefour dans lequel se rencontrent toutes les nations, qui a une dimension hautement spirituelle. Il y a des nations qui ont une avance dans cette dimension-là et qui servent des guides, si vous voulez, qui servent comme catalyseurs des autres. Bon, et lorsqu'on parle donc de souveraineté dans un pays, en réalité, qui n'a aucune vision de développement propre, qui ne vient d'ailleurs, j'ai suivi, il y a une semaine, quelqu'un, je pense qu'il était du Cameroun. J'ai suivi ce reportage, c'était en France. Un monsieur camerounais qui avait été présenté comme un ingénieur financier et qui faisait une analyse autour du franc CFA. Une analyse bien sûr brillante, en disant la France, c'est la France qui garantit la parité du franc CFA. Et par ailleurs, en disant que tous les États actuels maîtrisent la technologie de la monnaie, ce qui est réel. Mais que le ministre français sortant, Michel Sapin, était venu rassembler les pays africains, il me semble qu'il y a un mois de cela. C'était en décembre. Voilà. Et en leur disant, faites-moi des propositions quant à ce qui concerne le franc CFA. Et ce qui est curieux dans l'analyse, c'est que l'ingénieur financier et Michel Sapin ont deux visions du monde. Pour Michel Sapin, le Cameroun ou l'Afrique, ce sont des sujets. C'est-à-dire que ce sont des pays fabriqués par la France. Lorsque vous avez la capacité de définir une politique éducative, vous fabriquez le type d'individu que vous voulez. Est-ce qu'il est possible de concevoir la souveraineté telle que vous le voyez en prenant, je veux dire quoi, Luc César Buma, est-ce qu'il est possible de concevoir la souveraineté telle que vous la voyez dans ce monde où on parle de plus en plus de la mondialisation? Parce que même avec les autres États, on le voit, hein, même sous d'autres cieux, avec les États développés, et ainsi de suite. Tout à fait. On s'interroge toujours sur la capacité. Bien entendu, les autres États le savent malheureusement. Les autres États le savent. C'est que nous vivons dans un contexte d'État-nation. Vous avez un État unique. Parce que dans le cas de la France envisage son avenir au sein de l'Union européenne, par exemple. Bien entendu. Mais la France, c'est reconnaître la hiérarchie mondiale. Par contre, la France, c'est reconnaître la hiérarchie mondiale. C'est-à-dire la France ne se définit pas en dehors du monde. Alors bon, il faut qu'on sorte de ce... s'enliser. Oui. Il faut véritablement donner du contenu à ce concept de souveraineté. Quand on parle de souveraineté, elle renvoie à quoi? À la possession d'un territoire. Le Cameroun a un territoire ou pas? Il l'a. Le Cameroun a un gouvernement ou pas? Il l'a. Il est indépendant. Le Cameroun a un gouvernement qui impulse un certain nombre de politiques publiques ou pas? Il l'a. Le Cameroun a une population. À partir de ces éléments, on peut véritablement parler de la souveraineté. Voilà les attributs de la souveraineté. Non, le Cameroun est membre. De l'État. S'il vous plaît. Attendez qu'il finisse. S'il vous plaît. Pour ça. Quand on dit un État souverain, ça veut dire effectivement que c'est un État, d'accord. Oui. Mais qui est souverain? Au terme de la Charte des Nations Unies, le Cameroun est-il membre des Nations Unies ou pas? Il l'est. À partir de ce moment, le Cameroun est souverain. Maintenant, vous permettez. Maintenant, comment est-ce que le Cameroun négocie sa souveraineté dans le Conseil des Nations? À partir de ce moment, qu'on s'appelle les États-Unis, qu'on s'appelle la France, nous avons tous une souveraineté négociée. C'est pour cela que la France ne peut pas édicter une politique agricole qui va à l'encontre de la politique édictée par l'Union européenne. Vous allez me dire que la France n'est pas souveraine à partir de ce moment? Il me semble qu'il faut définir cette notion de souveraineté tout en la nuançant. Car quand vous dites que le Cameroun n'a pas de souveraineté, n'est pas souverain parce qu'il serait un lait colonial, alors ça pose véritablement problème. Rendu à 60 ans après la décolonisation, ça pose problème. de dire que vous êtes vraiment hors sujet. Ça pose problème. Prenons l'exemple de Cambrai. Oui. C'est une preuve que le Cameroun n'a pas de souveraineté sur son territoire. Cambrai a fait un accident à Ezeka, avec plus de 600 Camerounais qui sont morts. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de rapport. Oui. Pourquoi? Parce que Cambrai, qui
qui est un instrument de souveraineté est contrôlé par l'étranger. C'est pour vous dire que quand on parle, s'il vous plaît, non, la souveraineté implique plusieurs attributs. Pas seulement le fait de pouvoir signer les APE, comme ça a été le cas du Cameroun, pas seulement le fait de brandir un drapeau. Non, c'est la maîtrise de son initiative historique. Exemple. Laquelle? Lorsque le Cameroun accède à l'indépendance, mon cher ami, il signe d'abord des accords de coopération qui l'obligent donc à faire du Trésor français son caissier. En d'autres termes, ces devises doivent être tenues par le Trésor français. Vous appelez ça souveraineté? C'est ça. Il y a même pire. Toutes les constitutions des pays africains francophones sont des pâles copies de la Ve République. D'où cet excès de concentration du pouvoir entre les mains d'un individu. C'est contraire à la tradition africaine. Je vous dis, tout à l'heure, il parlait d'identité. S'il vous plaît, dans un village, par exemple dans un village de l'Ouest, vous n'avez pas un souverain qui dicte ses cartes volontaires aux populations. Il y a un contre-pouvoir. Chez nous, quels sont les contre-pouvoirs? Il n'en existe pas. Alors, je finis pour dire que nous, la République chez nous n'a pas le même sens que la République au sens général du terme. Professeur, je veux qu'on se comprenne bien. Tout simplement, les attributs de souveraineté, nous ne les maîtrisons pas. Professeur, il y a deux choses. Je voudrais qu'on se comprenne très bien. J'ai l'impression qu'il y a deux choses différentes dans le développement que vous avez fait. Vous avez souligné, vous êtes en train de démontrer l'absence de souveraineté. Tout à fait. Mais j'ai pu lire également les lignes de votre développement qu'il y a un problème même au niveau des pouvoirs. Parce que vous avez parlé des contre-pouvoirs. Et quand on parle des contre-pouvoirs, cela appelle à une autre notion, je crois, c'est le principe de la séparation des pouvoirs et non la démocratie, qui est mon point de vue. L'un va avec l'autre. Parce que dans le cas précis du Cameroun, oui, en 1959, lorsque le Cameroun était promis à l'indépendance, l'UPC a demandé qu'on organise des élections pour savoir qui pourra diriger le Cameroun après la décolonisation. Mais le pouvoir en place a refusé. Ok. Alors, il faut qu'on se comprenne, pour qu'on n'ait pas l'impression qu'on s'éloigne de la question. Voilà. Oui, est-ce que cette situation-là peut justifier les difficultés qu'on a en ce moment liées, par exemple, à la question de l'unité nationale? Je m'explique. Alors, vous répondez assez rapidement pour permettre de réagir. Oui. Justement, l'UPC a marqué le Cameroun en développant la conscience nationale. Une conscience nationale qui aujourd'hui n'existe pas, sauf dans la tête des intellectuels qui pensent que tout va pour le mieux dans ce pays. Or, lorsqu'on voit justement les actes criminels, regardez un peu, est-ce qu'on peut parler d'esprit civique au Cameroun? Non. Est-ce qu'on peut parler de patriotisme au Cameroun? Non. Mais de l'antipatriotisme. Parce que les choses ne sont pas mises à l'endroit, mais plutôt à l'envers. Donc il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de le reconnaître. Sinon, on est là pour faire la propagande parce qu'on veut mériter un poste qu'on occupe. Je suis désolé. Le problème est là. Luc César Bimaï, est-ce que vous avez le sentiment que l'unité nationale aujourd'hui est en péril en raison justement de ces éléments qui sont évoqués par le professeur Jean-Michel Descamps? Pour moi, l'unité nationale, pour le cas du Cameroun, ce n'est qu'une affaire de mots, en fait. C'est-à-dire que dans le fond, lorsque nous considérons les racines, à partir de quelles racines identitaires, à partir de laquelle fonctionne l'ensemble des populations, elle n'existe pas, l'unité nationale. L'unité nationale suppose que vous vous rencontrez dans la même identité, même vision du monde, vous avez un intérêt commun avec certains individus qui ont une avancée dans la vision que vous avez. Personne ne pense un avenir qui lui est propre. Vous pensez un avenir qui est collectif. Vous comprenez? Donc ça veut dire que vous mettez ensemble les ressources que les uns et les autres disposent pour vous réaliser avec un but commun. Sans manipulation, sans jalousie, sans rivalité. Sans le cas d'espèce au Cameroun, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais est-ce qu'il en existerait sous cet angle-là, sous cet aspect-là, ailleurs? C'est pour ça que j'ai parlé d'une identité, si vous voulez, mondiale,
qui porte en elle-même la crise. Il y a donc d'unité nationale nulle part. Nulle part ça n'existe. Nulle part ça n'existe. C'est pour ça que je vous ai dit aujourd'hui que quand vous prenez le cas de la France, vous avez une identité très forte qui essaye de confiner le désordre. Mais le désordre, il est là. Vous avez un désordre, mais qui est organisé. Et les gens pensent que, dans le fond, il y a l'unité nationale, mais qui n'existe pas. Est-ce que, professeur Auguste Guélétou, en s'appuyant sur le mouvement que fait Luc Césaire Bimaille, finalement, on peut dire de façon prosaïque que on court dans le sac? Non, il me semble que la capacité d'un État aussi, c'est son ingéniosité à pouvoir construire des mythes. Mythe de l'unité nationale, mythe de développement. Et comment est-ce que ce mythe est reçu par les différentes composantes de la nation? À partir de ce moment, on peut évaluer, n'est-ce pas, la marche vers l'unité nationale ou vers l'intégration nationale ou pas. Pour ce qui est du Cameroun, est-ce que véritablement les pouvoirs publics ont construit ce mythe? Oui, ils l'ont fait. Et maintenant, ce mythe est au carrefour d'un certain nombre de réalités. Il est au carrefour d'un certain nombre de controverses dues à à des revendications corporatistes et catégorielles, mobilisées soit par les mouvements sociaux, soit par les avocats d'expression anglaise, soit par les enseignants d'expression anglaise, qui effectivement demandent de manière insistante la reconnaissance d'un certain nombre de spécificités. Et sur ce plan effectivement, l'unité, le principe de l'unité est remis en cause. Mais ce n'est pas pour autant que le corps politique camerounais est en délitement. Et d'ailleurs, même au fort de cette crise, les voix se sont élevées pour dire ce que nous revendiquons, c'est l'amélioration des conditions de vie, l'amélioration de la qualité de vie, et non la remise en cause même du fait identitaire de type stato-national. Est-ce que, en dehors de professeur Jean-Michel Tekam, est-ce que, en dehors de cette crise anglophone-là, parce que là, je crois que là, au moins, on est tous d'accord que cette crise-là est une menace, une menace sérieuse à l'unité nationale. Est-ce qu'en dehors de ces éléments, il y a cet élément majeur qui est la crise anglophone, il y a d'autres situations qui, de votre point de vue, peuvent représenter des menaces sérieuses à l'unité nationale? Permettez-moi de passer la parole au pasteur Njami qui dit, dans son livre intitulé « Des conférences nationales souveraines à la souveraineté de la rue », et il dit « Toutes les sociétés où l'on préfère plaire au prince plutôt que servir l'État et bâtir la nation, où l'opacité l'emporte sur la transparence, l'hypocrisie sur la franchise, l'injustice sur l'équité, portant en elle les germes de révolutions inexorables par lesquelles, fût-ce à partir de la rue, les peuples vont reconquérir leur souveraineté et fatalement la retourner contre ceux qui l'accaparent ou sont tentés de le faire. » Voici un livre diagnostique qui montre justement que, contrairement à ce tableau, n'est-ce pas, que l'on dépeint sur une situation qui, ma foi, est explosive, la réalité est là. Okay. Je voudrais donc dire que, ne serait-ce que les injustices sociales, ne serait-ce que les problèmes de santé, ne serait-ce que des problèmes d'école, où on assiste à des manifestations criardes d'injustice sociale, tout cela ne peut pas faire croire, faire accepter que nous appartenions à une seule et même nation. C'est loin s'en faut. Professeur Auguste Guélétou, il y a, au-delà donc de cette crise anglophone-là, qui permet d'interroger le vivre ensemble de deux communautés, francophones et anglophones. Il a évoqué tout à l'heure le professeur Jean-Michel Tekam, d'autres éléments en rapport avec le malaise socio-économique, on va dire, et de politique, façon simple comme ça, oui, bon, socio-politique. Il y a d'autres éléments qui sont très souvent soulignés. On parle du tribalisme ou du repli identitaire en fonction. Est-ce que aujourd'hui, il est possible de trouver une solution
à cette question de repli identitaire? Je pose la question parce qu'on vient de créer une commission nationale de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Tout à fait. Et ma préoccupation est celle de savoir comment peut-on promouvoir le multiculturalisme sans favoriser le repli identitaire? Alors, cette question m'amène à revoir même ce terme de multiculturalisme, parce que lu sous les cieux purement franco-français, c'est répulsif. Mais dans une approche purement anglo-saxonne, c'est réceptif. Et que ce soit le multiculturalisme de type libéral, de type communautarien ou intégré, les mots au-delà doivent renvoyer à un certain contenu réel. Et sur ce plan, il me semble que le multiculturalisme comme modèle d'intégration politique est le bienvenu. Seulement, il doit être utilisé de manière, il doit être encadré, car ici, la dérive qui y est liée, c'est celle de tomber carrément dans le communautarisme, qui est effectivement l'exacerbation du tribalisme. Car ici, on réfléchit en termes de cloison identitaire, des communautés repliées sur elles-mêmes, en termes de juxtaposition tout simplement. Par contre, si l'on oriente la gestion de la diversité camerounaise vers des considérations liées au libéralisme, c'est-à-dire articulées autour d'une république une et indivisible, assise maintenant sur un socle de reconnaissance de la différence culturelle, alors on peut résoudre un certain nombre de questions qui sont soulevées ici et là dans le cadre où se trouve, de la reconnaissance où va-t-on, de ces différences. à quel niveau se situe la ligne de démarcation entre ce multiculturalisme-là justement et puis ce repli identitaire? Je pose la question parce que on a vu récemment un certain nombre de mouvements, notamment ces mémorandas issus de différentes régions du pays. À un moment donné, lorsqu'on observe très bien ces mémorandas, on a le sentiment effectivement qu'il s'agit d'une forme de protection d'un certain nombre de valeurs qui peuvent être culturelles et donc qui s'inscrivent peut-être dans ce multiculturalisme, dans la promotion du multiculturalisme, mais pour d'autres, eh bien, il s'agit ni plus ni moins que du tribalisme là. Tout à fait. Où se trouve la ligne de démarcation? Vous faites bien de le relever parce que un multiculturalisme mal maîtrisé et mal appréhendé débouche carrément sur une fragilisation, une fragmentation et une ghettoisation sociale. Et il faut éviter. C'est des pièges qui effectivement sont liés à la pratique du multiculturalisme. C'est pour cela que j'ai dit, tout dépend de l'option qui est celle des pouvoirs publics, c'est-à-dire centrer le multiculturalisme autour d'un certain nombre d'idéaux universels, mais aussi une universalité qui est diluée par la reconnaissance tout de même des spécificités culturelles. Parce que face à ces revendications, aux revendications de ces derniers temps, notamment exprimées par la crise anglophone, le pays ne peut pas, les pouvoirs publics ne peuvent pas rester les bras croisés. Et donc l'État ne peut plus être neutre devant un certain nombre de revendications à caractère purement identitaire. Une fois de plus, tout dépend de la manière dont on encadre justement la pratique de la gestion même de la diversité au Cameroun. Alors, Luc César Humay, comment promouvoir le multiculturalisme sans glisser vers la promotion du repli identitaire du communautarisme? Je ne sais d'ailleurs pas quel univers, c'est-à-dire quel contenu on met dans ce terme multiculturalisme. Donc il convient de pouvoir le préciser. Et comme je le dis, ce sont des termes toujours qui sont traités d'ailleurs. Et parce que le contenu qu'on donne à ces termes est vide de sens, ce qui veut dire qu'on n'arrive jamais à rien. Donc, vous comprenez bien que... Est-ce que vous ne considérez pas le Cameroun comme un pays de diversité? Par exemple. Diversité à quoi? Diversité. Tout dépend de ce que vous entendez par diversité. Parce que moi, je pense en fait que
je prends un exemple, entre vous et moi, ou nous qui sommes là, nous serions vraiment divers si la manière dont nous pensons l'homme, serait différente. Mais si nous avons la même pensée de l'homme, la même idée de l'homme, derrière laquelle on va greffer les termes bonheur, intelligence, succès, développement, je ne vois pas en quoi je ne vois pas en quoi il y a de la diversité. On va utiliser le terme diversité pour voiler le fond, dans le fait. Donc, ça me rappelle... Plus sérieusement, est-ce que vous avez dire que la crise anglophone est un écran de fumée? Ben, la crise anglophone, elle est réelle, mais elle n'est pas qu'anglophone. La crise au Cameroun n'est pas qu'au niveau des anglophones. Il y a des crises au niveau des familles. Et vous allez voir, dans une identité instable, un monde instable, s'il n'y a pas la crise anglophone, il y aura une autre crise. Vous comprenez bien? Donc c'est ça. La question ici, c'est d'interroger, je dis bien, les racines à partir desquelles nous avons construit notre identité. Oui, mais il faut d'abord faire le diagnostic. Il faut faire le constat et puis arriver au diagnostic. Effectivement, parce que vous le verrez aujourd'hui, vous verrez que si celui qui est président au Cameroun aujourd'hui, s'il n'y est pas, ça n'arrangera pas le problème de fond. Le problème de fond va persister. Parce que cette instabilité qui s'exprime, les individus la portent en eux. Et systémique. Oui, ils la portent en eux. Mais elle n'est pas que camerounaise, elle est globale. Bon, et c'est ça qui est très étonnant lorsqu'on peut écouter quelqu'un qui vraiment est un instrument, on peut dire, qui construit la future élite camerounaise. Et en décalage avec le monde réel. Les constats qui sont faits aujourd'hui montrent que l'identité, la conception, le concept que nous avons eu de l'homme est en déclin. Il y en a qui pensent qu'il faut repenser le monde. Il faut repenser l'identité de l'homme. La crise se situe au niveau même de ce que nous avons appelé homme. Et ce concept, ce modèle social qui tourne autour de l'identité de l'homme, pour lequel on a investi du temps, de l'argent, et finalement nous voyons un monstre qui s'exprime. Oui, mais on est tous d'accord qu'il y a une crise, qu'il y a des crises. La question c'est comment apporter des solutions à cela. Et pour apporter des solutions, il faut diagnostiquer le mal. Et donc, on a indiqué qu'au départ, il y a un certain nombre de diversités. Donc, vous dites que ces diversités ne sont pas seulement liées à la langue, ces diversités sont liées... Enfin, on observe cette diversité. D'ailleurs, je vous donnerai un exemple tout simple. Tout observateur averti sait aujourd'hui que toutes les langues du monde expriment la même chose. Toutes les langues du monde. Mais elles sont différentes quand même. Elles sont différentes au niveau sémantique. Mais je veux dire au niveau du contenu. Au niveau du contenu. Parce que la langue est liée à l'identité de l'individu. La langue. Alors, est-ce que vous savez bien le sens de l'analyse je dois dire que je suis très loin, n'est-ce pas, de penser que le Cameroun n'est pas... que le Cameroun est une entité homogène. La diversité dont il s'agit ici, exprimée par le terme multiculturalisme, renvoie d'abord à un fait de société. Écoutez, vous pouvez marcher dans la rue, vous allez voir au contact d'autres personnes d'horizons culturels divers et différents qu'il y a tout de même une distinction, ne serait-ce qu'au niveau du style vestimentaire, ne serait-ce qu'au niveau du partage d'un certain nombre de valeurs. Vous constaterez, selon qu'on est vêtu en panne, vous avez déjà un référent identitaire dans la tête. Selon qu'on est vêtu en tenue traditionnelle de l'Ouest, vous avez déjà un référent identitaire dans la tête. À partir de ce moment, effectivement, nous constatons que la diversité, c'est même le fond, je veux dire, c'est même le socle de toute société complexe contemporaine. Dès lors, la question se pose de savoir comment est-ce qu'on peut effectivement gérer, dans le cadre d'une cohabitation pacifique, où on construit un dialogue interculturel. Parce qu'en fait, l'essentiel, ce n'est pas de juxtaposer les communautés, mais c'est de créer un pont fécond entre ces différentes communautés, articulées autour de la notion de l'unité nationale. À partir de ce moment,
on passe à la deuxième définition de la multiculturalité, qui est non seulement le constat d'un fait, mais aussi la volonté politique de gérer ce fait-là en termes de gestion de la diversité. D'où le multiculturalisme, d'abord comme politique publique de gestion de diversité et multiculturalisme comme fait de société. Maintenant, comme politique publique, qu'est-ce qu'on y met? Comment est-ce qu'on peut gérer cette diversité tout en affirmant l'unité? Alors, nous nous intéressons particulièrement aux droits individuels et aux droits collectifs. Est-ce qu'on doit privilégier les principes universels de droits individuels ou tout simplement, désormais, la communauté va primer sur l'individu? Voilà tout le débat. Et donc, il s'agit maintenant de faire un savant dosage entre de tous ces éléments-là pour permettre effectivement que, malgré ces diversités-là, que le vivre ensemble soit une réalité. Tout à fait. Et que on puisse répondre à la question suivante: pourrons-nous vivre ensemble, égaux et différents? Je suis vraiment désolé d'entendre tout ce discours qui camoufle une réalité sociologique profonde, la réalité politique de ce pays. Pourquoi pensons-nous qu'on peut bâtir une nation camerounaise avec des élections truquées? Avant d'y arriver, professeur, oui. Est-ce qu'on est d'accord sur le diagnostic qui est posé? Je ne suis pas d'accord, parce que nous ne sommes même pas d'accord sur le fondement, sur les fondations. L'unité nationale, une unité c'est un tout cohérent, harmonieux. Alors, quelle est cette unité? Qui est un idéal. C'est un idéal. Qui est un idéal. Mais quel est cet idéal? Est-ce que cet idéal est défini par un individu comme pour la fête nationale? Est-ce que cet idéal est défini par quelqu'un qui navigue entre deux constitutions? On se comprend très bien. Non, on se comprend très bien. Voilà la question. Ne mettons pas la charrue devant les bœufs. Justement. C'est parce qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs que je propose qu'on se mette d'abord d'accord sur les fondamentaux. Parce que là, on est en train de le premier fondamental pour moi, c'est la Constitution. Au Cameroun, nous n'avons pas une Constitution qui fait unanimité. La preuve en est que nous naviguons entre deux constitutions. Celle de 72, justement, et celle de 96. Ça veut tout simplement dire que, chez nous, la volonté politique de construire une nation n'est pas partagée. Professeur, il faut qu'on se comprenne. Oui. Peut-être qu'on ne se comprend pas très bien. Tout à fait. La question, c'est comment construire ou consolider cette unité nationale. Ça, c'est la question. Ça, c'est la question de... S'il vous plaît. Oui. C'est ça la question de fond. Maintenant, pour y arriver, il faut qu'on pose le diagnostic. D'accord. Le diagnostic qui est fait par les uns et les autres, bon, il semble que Luc Césaire n'est pas tout à fait d'accord, c'est qu'il y a des diversités, des divergences. Et ces divergences-là peuvent représenter des obstacles à la construction de l'unité nationale. La question, c'est comment représenter les obstacles. Maintenant, quelle est la politique qui peut être mise en place? Ça, c'est le deuxième niveau de réflexion. Est-ce qu'au moins, on est d'accord qu'il y a un certain nombre de diversités, il y a un certain nombre de divergences, de différences qu'il va falloir tenter de mettre ensemble dans le cadre d'une politique qui est impulsée maintenant par le sommet de l'État? C'est ça la question. Non, je pose ma réflexion autrement. Oui. Vous ne pouvez pas vous mettre à distribuer les chambres d'une maison qui n'a pas de fondation. Tout simplement parce que cette diversité culturelle dont vous parlez, elle est fatale, elle est incontournable, parce que c'est même la nature de l'être humain. Nous ne sommes pas... Les êtres humains ne sont pas des boules de couscous. D'accord. Chacun a sa personnalité. Dieu n'a pas mis, n'est-ce pas, une espèce d'étalon pour former les individus qui se ressemblent, etc. Donc, par définition, il y a une certaine difficulté. Il y a une certaine difficulté à bâtir une unité nationale. Parce qu'il y a une difficulté à construire une nation. Parce qu'il y a une difficulté à construire un État véritable. On utilise des mots pour faire croire qu'on a déjà un État qui est souverain. On veut nous faire croire qu'il y a un État qui est indépendant et qui peut prendre des décisions comme la France. Je suis désolé. Alors, vous dites donc que la solution, c'est quoi? La solution, c'est que premièrement, les Camerounais se mettent d'accord sur une constitution.
La solution, c'est que deuxièmement, les Camerounais se mettent d'accord sur une politique de développement. La troisième solution, c'est que les Camerounais, justement, préservent ce qu'on appelle le secteur le domaine de souveraineté. Et comment on y arrive? On y arrive en prenant des mesures politiques comme la renationalisation des sociétés comme le port, comme Camrail et comme l'électricité, parce que ce sont des sources d'inégalité. Mais c'est bien plus complexe que ça. Non, c'est une question de volonté politique. Vous ne pouvez pas me dire que les gens vont bâtir un État ensemble alors qu'ils vivent dans des conditions hautement inégalitaires. Mais la renationalisation, c'est pas par un coup de baguette magique. Vous êtes en déphasage avec le champ libéral. S'il vous plaît, le problème, la politique, c'est quoi? C'est diriger la production et assurer la distribution. Voilà les deux vocations de la politique. Or, tant que nous ne cherchons même pas à assurer une production nationale, à ne plus être en train de dépendre, je lisais tout à l'heure que le Cameroun a bénéficié de 26 milliards de... Non, il faut que le Cameroun apprenne à construire ses richesses. On n'est pas là pour attendre des CD2. Or, c'est tout ça qui montre que nous ne sommes pas indépendants. On n'est pas souverain. La souveraineté, non. Vous ne verrez pas la France aller à Washington demander qu'on lui prenne de l'argent. Alors, pour être sûr que je comprends bien votre raisonnement, vous dites... Pour être sûr que je comprends bien votre raisonnement, vous dites le problème lié à l'unité nationale est lié. Le problème de l'unité nationale, la base politique. Au départ, c'est l'incapacité d'abord pour l'État à assurer un bien-être pour ses populations, c'est ce que vous avez dit, et que l'une des solutions, c'est qu'il faut d'abord que cet État soit en mesure d'avoir des ressources pour pouvoir contrôler ses richesses, regarder tout le et donc à travers la renationalisation et tout cela. Oui. Et vous dites que si cela est réglé de cette façon-là, on règle de facto les problèmes de diversité culturelle. Pas de diversité culturelle. Oui, mais parce que la question c'est l'unité nationale. Non, je pense que non, l'unité, nous sommes tous dans ce pays où on parle d'une diversité culturelle, nous venons d'horizons différents. Un Sahélien ne peut pas penser comme un forestier. Ce n'est pas possible. Donc, il y a tous les hommes... Comment on fait donc pour consolider cet ensemble-là? Il faut qu'il y ait égalité de droits. Il faut qu'il y ait égalité de chances. Mais ça ne se décrète pas, mais ça se pratique. Ça veut donc tout simplement dire que le Camerounais lambda doit se sentir égal à un autre Camerounais delta d'un autre coin. Et ce n'est pas le cas. Le rapport au pouvoir au Cameroun est très inégalitaire. Exemple, l'inégalité de représentativité parlementaire. Douala a presque 5 millions d'habitants, n'a que 9 députés, ce qui fait à peu près un député pour 400 à 500 000 personnes. Dans d'autres régions, c'est un député pour 40 000. Vous ne pouvez pas bâtir un État-nation avec des injustices aussi criardes. Il faudrait donc que nous nous mettions d'accord pour ouvrir le chantier de l'édification nationale. Très bien. Alors, Luc César Bimaï, donc, si j'ai bien compris le développement du professeur Jean-Michel Tekam, eh bien, le premier levier, le plus important, c'est le levier politique. Absolument. C'est votre analyse? Pas très exactement. Moi, j'ai un regard tout autre, si vous voulez. Et au moment où mon voisin de droite était en train de parler, je pensais à un auteur qui est très écouté en France. Je préfère taire son nom, très écouté, et qui disait que le système des nations, c'est un système de bricolage, faute de mieux. Le système des nations, c'est un système de bricolage, faute de mieux. Voilà. Donc, en réalité, la question, tout dépend même de ce qu'on entend par volonté politique. Hein. Parce que derrière tous ces termes-là, chacun peut mettre ce qu'il veut. Vous avez indiqué à l'entendre de l'émission que l'un des leviers les plus importants, c'est l'éducation. Oui, c'est l'éducation. Mais cette éducation-là également, je veux dire quoi, est tributaire de l'action politique. Tributaire de l'action politique, mais vous pouvez comprendre que l'éducation, c'est aussi un élément qui construit la vision qu'on a donnée à un individu de lui. Et partant de ça, la vision du monde.
vous allez voir que presque dans tous les pays du monde aujourd'hui, ce qu'on appelle l'éducation, ne serait-ce que par rapport à ce qu'on peut appeler conscience universelle, c'est le facteur qui construit, qui fabrique les inégalités. Il y a une certaine majorité de personnes, donc dites de la classe populaire, qui n'est pas éduquée, elle est dressée comme des animaux. Une autre catégorie qu'on peut dire qu'elle est éduquée. Et vous pouvez aller le voir même dans des dictionnaires. Quand on parle d'un être éduqué ou un instruit, c'est quelqu'un qui possède des facultés spirituelles exceptionnelles. Vous voyez? Et certains individus qui se limitent au fonctionnement par les sens naturels, on les fait répéter les mots, mais ils demeurent totalement dans la dimension animale. Ces individus constituent des énergies que ceux qui supposent être éduqués, qui se prennent pour des dieux, utilisent pour réaliser leurs objectifs dans le monde. Comment voulez-vous qu'un système pareil puisse fonctionner? Il faut donc interroger le modèle éducatif. Le modèle éducatif. Très bien. Parce que c'est l'éducatif qui permet de fabriquer le type d'individu qu'on veut. Absolument. Et bien évidemment, le modèle éducatif est implémenté par le politique. Bien entendu. Voilà. Mais maintenant, quelle politique? Est-ce que c'est le politique camerounais? C'est encore une autre chose. Je sais que la politique éducative est mondiale. Elle se décide à des niveaux que peut-être même la plupart qui disent ici qu'ils enseignent à l'université ne maîtrisent pas. Alors, professeur Auguste Guélétou, ça veut dire qu'au moins cet élément-là peut paraître intéressant, le levier de l'éducation, parce que visiblement l'éducation permet de casser les barrières, de rapprocher les gens et donc finalement de construire peut-être ce vivre ensemble-là. Bien évidemment. Bien évidemment. Je dois dire que l'éducation, c'est un vecteur de socialisation. Et à partir de ce moment, l'éducation joue un rôle très important dans l'apprentissage, la citoyenneté et surtout dans la consolidation de la République. Car c'est un lieu où jamais se pratique de manière concrète et palpable le vivre ensemble. Dès lors que les contacts des personnes venant d'horizons culturels divers se réalisent dans le cadre, que ce soit au niveau de l'éducation de base, de l'éducation des enseignements secondaires ou primaires et secondaires, ou à l'université. C'est plus que jamais un vivier même où se forge et se forme la conscience nationale. Dès lors, l'éducation demeure un vivier, un vecteur très important. Revenant à la dimension liée au caractère, non, je veux dire au caractère purement exogène de l'éducation. Je dirais que vous faites faux complètement. Allez, reprenez les programmes d'enseignement de la plupart, que ce soit à l'université, dans les écoles, à l'enseignement secondaire ou primaire. Je crois qu'un effort considérable est fait dans le sens de la nationalisation, n'est-ce pas, des enseignements, de l'offre de formation qui sont faits, que ce soit à l'université ou dans les différents niveaux de formation. Donc, véritablement, cesser de penser que tout vient de l'autre côté et qu'ici, on ne fait que... Vous savez, tout ce qui je peux me permettre de vous répondre. C'est une injure à la conscience nationale. Nous sommes 4 assis autour de ce plateau. S'il survenait un événement à l'instant, vous, monsieur Duval, monsieur à droite et moi, n'aurions pas la même interprétation de l'événement. Vous savez où va se situer la différence? Parce que chacun de nous représente un niveau de conscience différent de l'autre. Donc, ce qui fait que, naturellement, nous ne pouvons pas avoir la même analyse du monde. Mais le fait est là. Il ne s'agit pas d'une analyse. Mais le fait est là. La diversité qui est évidente. Et justement, la diversité, elle est vraiment diversité quand elle est contributive. Oui. Mais quand la diversité tend à la déstabilisation, à la crise, ce n'est plus diversité. Et donc là, je crois qu'il faut la gérer. Voilà. Il faut mettre en place un plan de gestion. Je voudrais dire 15 secondes. Je dirais que le développement n'est possible que si on maîtrise, en plus de l'éducation, le problème de santé. Voilà les deux leviers du développement qui peuvent servir de base pour bâtir une nation. Très bien. On va vous remercier, je voudrais peut-être un dernier mot. Je dis que le vivre ensemble, c'est bien. Mais le vivre ensemble avec nos différences, c'est mieux.
Voilà. On va se séparer sur cette conclusion. Merci infiniment d'être venu sur ce plateau. Luc Césaire Vimaye, merci d'être venu sur le plateau de 237 le débat. Je rappelle, vous êtes théologien, vous êtes également expert en développement. Infiniment merci. Professeur Jean-Michel Tekam, merci d'être venu sur ce plateau. Vous êtes enseignant de chimie thérapeutique, vous êtes conseiller technique à l'UDM et vous êtes membre du bureau exécutif de l'UPC, Union de population du Cameroun. Merci également à vous d'être venu, professeur Auguste Guiletou. Vous êtes agrégé de sciences politiques. Vous êtes au départ, enfin, vous êtes à la faculté des sciences politiques et juridiques de l'université de Douala. Voilà, et vous êtes vice-doyen chargé de la programmation. Voilà. Voilà. Merci infiniment à vous, madame, messieurs, d'avoir regardé cette autre livraison 237 débat. Je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt. Au revoir.